Les 10 écuries actuelles de Formule 1 ont toute une histoire. 4 équipes actuelles sont dites des équipes originales, ou authentiques, dans le sens où encore aujourd'hui il s'agit de la même équipe que lors de sa création. Les 6 autres équipes sont quant à elles issues d'arrachats, voire d'une série de rachats. Pour cette nouvelle vidéo consacrée à la Formule 1, on va s'intéresser aux origines des 10 équipes actuelles. On va commencer par la plus vieille équipe encore présente aujourd'hui, Ferrari. Pilote puis membre technique de l'écurie Alfa Romeo dans les années 1920, Enzo Ferrari fonde la Scuderia Ferrari en 1929. D'abord affilié à Alfa Romeo, Ferrari devient une structure indépendante en 1940. La Scuderia fait ses débuts en Formule 1 en 1950 lors du Grand Prix de Monaco. Une présence dès la toute première saison, mais seulement à partir de la seconde course. L'écurie italienne remportera sa première course en 1951, avant d'enchaîner sur ses deux premiers titres pilote en 52 et 53, et d'empocher son premier titre constructeur en 1961. Ce qui en soi est un bon résultat étant donné que le championnat a été créé en 1958. On va pas remonter les plus de 70 ans d'histoire de l'écurie car on en aurait pour des heures. Surtout que Ferrari c'est l'équipe de tous les records, que ce soit en termes de départ, de victoire, de pole position, de meilleur tour en course, de podium et de titres glanés avec ses 15 titres pilotes et ses 16 titres constructeurs. Des titres qui fuient Ferrari, 2008 pour le dernier titre constructeur et 2007 pour le dernier titre pilote. On sait jamais, hein, peut-être que 2024 sera la bonne. Tout comme je pensais que 2023 sera la bonne, ainsi que 2022, et puis aussi pendant les années Vettel, les années Alonso, 2008 avec Philippe et Massa. Non, oui, en fait, être fan de Ferrari, c'est un peu compliqué. Pour terminer sur cette écurie, Ferrari a deux symboles. Son insigne avec le cheval cabré et son emblématique livrée rouge. Cette livrée est une véritable trace de l'histoire de la Formule 1, et même du sport auto. En effet, les voitures des premières années en F1, et même durant les courses de l'entre-deux-guerres pour être précis, avaient une couleur de livrée prédéfinie pour représenter leur pays d'origine. C'est pour ça que l'on a tendance à dire que Ferrari est un symbole de l'Italie, car depuis toujours, l'écurie porte les couleurs de son pays. On a parlé de la plus vieille équipe, parlons désormais de la plus jeune, Haas. Pas grand chose à dire malheureusement sur la toute jeune équipe Haas. La dernière équipe arrivant à F1 en 2016 pour être précis, m'aura marqué pour deux choses. L'affaire Rich Energy en 2019, boisson énergisante qui a décidé de mettre fin à leur contrat de sponsoring en cours d'année. Alors officiellement, Rich Energy s'est retiré pour cause de résultats. La réalité, c'est surtout qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer. Et ensuite le terrible accident de Romain Grosjean en 2020, qui nous rappelle la dangerosité de ce sport, mais aussi à quel point la sécurité a augmenté. Mais Haas, c'est avant tout depuis 1983 une entreprise et un des leaders dans la fabrication de machines et outils d'usinage, ainsi qu'une écurie de NASCAR depuis 2002. Revenons aux écuries historiques de ce sport et parlons de McLaren. Tout d'abord pilote pour l'écurie Cooper à partir de 1958, Bruce McLaren, pilote néo-zélandais, décide de fonder sa propre équipe en 1963. D'abord inscrit dans des formules nord-américaines, australiennes et néo-zélandaises, Bruce inscrit son équipe en F1 à partir de la saison de 1966. McLaren a réussi à prendre une victoire en F1 avec sa propre équipe. Ça fait de lui le second et dernier pilote à ce jour à remporter une course de F1 avec sa propre écurie après Jack Brabham. En 1970, Bruce McLaren trouve la mort, alors qu'il essayait son dernier modèle pour le championnat nord-américain. L'écurie continue de fonctionner après la mort de son fondateur, et réussit à remporter son premier titre pilote et constructeur en 1974. Après un second titre pilote en 1976, l'équipe entame un lent déclin jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par Ron Dennis. Sous la houlette du Britannique, l'écurie remporte 8 titres constructeurs et 10 titres pilotes, le dernier en 2008 avec Lewis Hamilton. Après avoir été dans la course au titre de 2010 à 2012, l'écurie enchaîne les contre-performances et les mauvais choix. Il suffit de prendre pour exemple le partenariat moteur avec Honda de 2015 à 2017. Depuis 2016, l'écurie est gérée par Zak Brown, et elle remonte tout doucement la pente. Un retour aux avant-postes qui coïncide avec un retour de l'emblématique livrée orange des voitures des années 60. Et dire que cette couleur a été choisie par Bruce pour que ces voitures puissent être plus facilement visibles dans le peloton afin d'y attirer des sponsors. Passons désormais à une autre écurie britannique mythique, même si les derniers résultats peuvent laisser penser le contraire, je parle bien évidemment de Williams. Fondée par Frank Williams, l'écurie Williams fait ses débuts en 66 en Formule 2 et Formule 3, avant de se lancer dans le grand bar de la F1 en 69. Faute d'argent, le milliardaire austro-canadien Walter Wolf achète des parts de l'équipe en 1975 avant d'en acquérir la totalité un an plus tard, pour devenir l'écurie Wolf et virer Frank Williams. Vous vous doutez bien que l'écurie actuelle Williams n'a rien à voir avec ce premier essai de Frank. En 77, Frank Williams fonde une nouvelle équipe, en s'associant à l'ingénieur Patrick Head. Ce duo emmènera cette seconde équipe Williams vers des sommets. Après des premières victoires en 1979, l'écurie remporte en 80 son premier titre pilote et constructeur. L'écurie enchaîne en 81 avec un second titre constructeur, puis un second titre pilote en 82. L'écurie remportera en tout 9 titres constructeurs, soit la seconde équipe avec le plus de titres derrière Ferrari. Et à cela s'ajoutent 7 titres pilotes, les derniers titres qui remontent à 1997. Depuis, l'écurie ne sera plus parmi les prétendantes en titre,
excepté en 2003 lors de sa collaboration avec le motoriste allemand BMW. Un partenariat qui permettra à l'écurie de se retrouver sur la plus haute marche du podium avec ses 10 victoires entre 2001 et 2004. Une fois BMW parti en 2005, les galères commencent, tout comme la descente de l'écurie. De 2006 à 2013, ce sont 3 8e places au championnat constructeur, 2 9e places, une 7e place et une 6e. Seule la saison 2007, avec sa 4e place au général, bien aidée par le fait que McLaren fut disqualifié, et les quelques podiums acquis durant cette saison viennent rappeler de bons souvenirs. Tout comme la victoire de Pastor Maldonado en 2012, permettant ainsi à l'équipe de remporter son 114e et dernier Grand Prix à ce jour. Mais avec l'arrivée des moteurs turbo-hybrides en 2014, l'écurie Williams, dirigée depuis un an par Claire Williams, la fille de Frank, retrouve des sommets, avec 9 podiums et une 3e place constructeur. On pense alors que Williams est de retour aux affaires, en atteste en 2015 une nouvelle 3e place au général et 4 podiums. L'écurie est 5e en 2016 avec un seul podium, bis repetita en 2017, puis l'écurie finit dernière en 2018, 2019 et 2020 avec en prime aucun point marqué durant cette saison. Une saison blanche pour la première fois depuis 1977 et la création de l'écurie. Déjà bien affaiblie par des problèmes financiers depuis pas mal d'années, le Covid finit d'achever cette équipe, la poussant à être vendue en 2020 au fonds d'investissement Dorrington Capital. À la différence de Williams, on va maintenant parler d'une équipe qui a rencontré le succès ces dernières années. Et pas qu'un peu, je parle évidemment de Mercedes. Il faut savoir que Mercedes a fait ses débuts en F1 en 1954, puis a disparu en 1955 après l'accident des 24 heures du Mans de cette même année, où la Mercedes s'envola dans le public, causant 84 morts et 120 blessés. Ce qui en fait l'accident le plus important et le plus meurtrier de toute l'histoire du sport automobile. Mercedes aura toutefois eu le temps en seulement 2 ans de remporter 2 titres de champion du monde avec Juan Manuel Fangio. Le retour de Mercedes en F1, il se fait d'abord en tant que motoriste à partir de la saison 1993. Pour ce qui est de son retour en tant que constructeur, à savoir l'équipe que l'on connaît aujourd'hui, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'équipe des années 50. Pour connaître les origines de Mercedes, pour remonter son arbre généalogique d'une certaine manière, il faut qu'on remonte en 1970 avec l'équipe Tyrrell. Ayant commencé en F2 puis en F1 en partenariat avec Matra, Tyrrell devient une équipe à part entière en 1970. En 28 ans de présence en F1, Tyrrell c'est 23 victoires, 2 titres pilotes avec Jackie Stewart en 71 et 73, un titre constructeur en 71 et la seule voiture à 6 roues à prendre le départ d'une course de Formule 1, et accessoirement à en remporter une. Tyrrell revend son équipe en 97 à British American Tobacco, qui deviendra l'écurie Bar pour British American Racing à partir de 99. L'écurie se fera remarquer à son arrivée en proposant 2 livrées différentes sur ses voitures, ce qui est interdit par la FIA, d'où la fameuse livrée braguette. L'écurie réussira à prendre 15 podiums durant son existence, et le summum pour cette équipe aura lieu en 2004 avec la 2e place au championnat constructeur et la 3e place au championnat pilote de Jenson Button, derrière les intouchables Ferrari de l'époque. En 2006, Honda, jusqu'alors motoriste de bar, décide de racheter l'intégralité de l'équipe pour fonder l'écurie Honda. L'écurie remportera dès sa première année un Grand Prix, le premier de Jenson Button d'ailleurs, lors de la course en Hongrie. Button ayant été le pilote qui aura marqué le plus de points durant le dernier tiers du championnat, Honda nourrissait de grands espoirs pour la suite. Et espoirs vite balayés tant 2007 et 2008 furent des saisons catastrophiques, le tout en proposant des livrées dégueulasses. Suite à la crise économique de 2008, Honda met fin à son programme en F1 et sera racheté à 1€ symbolique par Ross Brawn, ancien directeur technique de Benetton et Ferrari qui a permis à Michael Schumacher de remporter ses 7 titres pilotes. L'écurie devient alors Brown GP et remporte le titre pilote et constructeur durant sa seule année d'existence, avant d'être acheté par Mercedes en 2010 pour le succès que l'on connaît aujourd'hui. Alors je suis passé très vite fait sur Brown GP étant donné que je trouve que c'est une équipe qui mérite d'avoir sa propre vidéo tant l'histoire elle est incroyable. Du coup je vous propose qu'on enchaîne avec Red Bull. Pour remonter aux origines de Red Bull, il faut commencer avec l'écurie Stewart. Confondée par le triple champion du monde dont nous avons parlé un peu plus tôt, Oui parce que je l'ai pas précisé mais Jackie a remporté son premier titre en 69 avec Matra. l'écurie Stewart apparaît en 88 en Formule 3 et Formule 3000. Fort d'un immense succès dans ces catégories, en attestent les 107 victoires, 222 podiums et 10 championnats glanés, l'écurie fait le grand saut au F1 en 1997. C'est le point de départ de la future écurie Red Bull. La première voiture de l'équipe, entièrement dessinée sur ordinateur, ce qui était du jamais vu à l'époque, est confiée à Rubens Barrichello et Jan Magnussen, le père de Kevin. L'écurie ne parvient qu'à faire qu'une entrée dans les points en 97, mais quelle entrée grâce à la seconde place de Barrichello lors du Grand Prix de Monaco. 98 est guère mieux, avec seulement 2 entrées dans les points. Mais 99 est une vraie réussite, avec une pole position, 4 podiums dont une victoire. Ford, motoriste de l'écurie depuis ses débuts, rachète l'équipe et la renomme Jaguar, une des marques appartenant à Ford. L'équipe à ses débuts compte supplanter Ferrari. Et non, c'est pas une connerie, leur but était que les tribunes pleines de personnes habillées en rouge deviennent des tribunes pleines de vert.
Bref, cette écurie sera un vrai flop au vu des moyens dépensés. Un budget pas loin des top teams à ses débuts, mais des résultats plus proches d'une écurie de fond de plateau, avec une 7ème place constructeur comme meilleur résultat. L'écurie obtiendra seulement 2 podiums en 5 ans avant d'être achetée par Red Bull. Mais en 2005, Red Bull est déjà bien connu des paddocks de F1. La boisson énergisante autrichienne et thaïlandaise, fondée en 1984, apparaît pour la première fois en F1 en 1989, lorsque Red Bull sponsorise le pilote autrichien Gerhard Berger. Ce dernier devait prendre une canette de la marque avec lui lorsqu'il montait sur un podium. La marque sera bien plus visible lorsque Red Bull sera le principal sponsor de l'écurie Sauber à partir de 1995. Mais c'est donc en 2005 que Red Bull apparaît en tant que constructeur. Considéré comme une équipe de milieu de plateau de 2005 à 2008, avec quand même 3 podiums, le premier en 2006 et les 2 autres en 2007 et 2008, Red Bull s'imposera comme un top team à partir de 2009. L'ingénieur Adrian Newey, qui a travaillé pour Williams et McLaren durant les plus grandes années de ces deux équipes, aura parfaitement réussi à adapter la monoplace à la réglementation qui entrera en vigueur cette année-là. L'écurie a réussi à faire 5 poles et gagner 6 courses lors de la saison 2009. Mais ce n'est rien comparé à la saison 2010. 15 pole positions, 9 victoires, 1 titre constructeur et 1 titre pilote, le premier de Sebastian Vettel. De 2010 à 2013, Red Bull et Vettel, c'est 4 titres pilotes et constructeurs. Et il faudra attendre 8 ans pour que l'écurie autrichienne gagne un nouveau titre avec Verstappen et son titre pilote en 2021. Puis suivront 2 titres pilotes et constructeurs en 2022 et 2023. Après Red Bull, intéressons-nous à la petite sœur, je parle évidemment de AlphaTauri, qui va changer de nom en 2024. Petite sœur qui est en réalité plus vieille que sa devancière de par ses origines. Pour ça, il faut remonter en 1985 avec l'écurie Minardi, équipe connue comme étant celle qui a disputé le plus de courses sans jamais monter sur un podium. Même en 2005, lors du GP des États-Unis où seuls 6 pilotes préparent la course, dont les pilotes Minardi. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur cette course un peu particulière, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Despiello. Elle est ultra complète, ultra riche, vous pourrez la retrouver en fiche et dans la description. Cette équipe aux moyens limités, habituée à traîner dans le milieu, voire le fond du classement, avait beaucoup de sympathie de la part des fans de Formule 1, car elle était gérée par de vrais passionnés, et elle laissait leur chance à des jeunes pilotes. Par exemple, Alonso, Weber ou Trulli ont commencé chez Minardi. Faute de moyens financiers, Minardi est revendu à Dietrich Mateschitz, qui a un nom très compliqué à prononcer donc je vais l'appeler le patron de Red Bull. L'écurie est alors nommée Toro Rosso à partir de la saison 2006. D'ailleurs, les patrons de Minardi ont accepté de vendre l'équipe à Red Bull à condition qu'ils s'engagent à conserver les employés et que l'écurie reste italienne, ce que monsieur le patron de Red Bull accepta. Faut savoir qu'en 2005, Red Bull faisait tourner régulièrement ses 2 jeunes pilotes, Christian Klien et Vitantonio Luizzi, dans le baquet de la seconde Red Bull. Conscient que cette manière de travailler pénalisait les 2 pilotes, monsieur le patron de Red Bull voulait une seconde équipe pour y placer ses jeunes pilotes, afin qu'ils puissent se forger une expérience en Formule 1, et la vente de Minardi tombait à pic. Pour revenir sur l'écurie, Toro Rosso est la première écurie de la filière Red Bull à décrocher une pole position et une victoire grâce à Sébastien Vettel lors du GP d'Italie 2008. L'écurie décrochera 2 autres podiums en 2019 avant de changer de nom en 2020 pour AlphaTauri, nom de la marque de vêtements du taureau rouge. L'écurie remportera cette même année le GP d'Italie grâce à Pierre Gasly qui, au passage, mettait fin à 24 ans de Formule 1 sans victoire française. En parlant de Gasly, je vous propose qu'on enchaîne sur son équipe actuelle, Alpine. L'écurie Alpine, anciennement Renault, n'est pas issue de l'écurie originelle de la marque aux losanges. En effet, Renault est apparu pour la première fois en F1 de 77 à 85. C'est cette équipe qui amènera les moteurs turbo en F1, technologie décriée à ses débuts par manque de fiabilité, mais qui deviendra 3 ans plus tard le moteur à avoir pour gagner. Pour remonter aux origines d'Alpine, il faut remonter en 81 avec l'écurie Toleman. L'écurie britannique est une petite équipe, mais qui aura réussi à glaner 3 podiums. 3 podiums réalisés par Ayrton Senna, qui fera avec cette équipe ses débuts en Formule 1. En 1985, Luciano Benetton, propriétaire de la marque de vêtements pour enfants Benetton, sponsorise l'écurie Toleman avant de la racheter en cours d'année. L'écurie devient donc en 1986 l'écurie Benetton Formula. En tant que constructeur, Benetton c'est 102 podiums, 27 victoires, 1 titre constructeur en 95 et 2 titres pilotes en 94 et 95 grâce à Michael Schumacher, soit les 2 premiers titres du Kaiser. Beaucoup de grands noms ont piloté chez Benetton. Outre Schumi, on peut citer Nelson Piquet, Gerhard Berger, Johnny Herbert, Juan Carlos Fisichella ou encore Jenson Button. Mais lorsque Schumi rejoint Ferrari et finit par convaincre Ross Brawn et plein d'autres gars de son ancienne équipe de le rejoindre fin 96, l'écurie entame son déclin, passant d'un top team à une équipe de milieu de tableau. Pas un gros déclin, mais un déclin quand même. Benetton vend en mars 2000 son écurie à Renault, qui ne pourra prendre le nom de la marque française qu'en 2002. La seconde vie de Renault est couronnée de succès, avec 2 titres constructeurs et pilotes en 2005 et 2006 grâce à Fernando Alonso. Mais aussi couronnée de controverses à cause de l'affaire du Crashgate en 2008. Suite à cette histoire, Renault décide de se retirer de la Formule 1 en 2010. L'écurie deviendra alors Lotus à partir de 2011.
Équipe qui, à part le nom et les couleurs, n'a rien à voir avec l'écurie originelle et historique Lotus, qui concourra de 58 à 94 et qui remportera 5 titres pilotes et 7 constructeurs. La nouvelle équipe Lotus parviendra à jouer les outsiders lors de la saison 2012 et 2013, en remportant 2 courses grâce à Kimi Raikkonen. Avec le changement de réglementation de 2014, Lotus dégringole au classement. La faute à un moteur Renault hybride désastreux et une monoplace qui l'est tout autant. Et vu le nez, fallait s'en douter. L'écurie prendra un 25e et dernier podium en 2015. Mais à cause de problèmes financiers, et en même temps rien de surprenant quand tu es géré par Gérard Lopez, l'écurie est revendue à Renault en 2016. L'écurie prendra 3 podiums en 2020 avant de changer de nom pour Alpine en 2021. Changement de nom pour mettre en avant la marque sport du groupe aux losanges. L'écurie réussira à prendre une victoire et un podium dès sa première saison. Passons à une autre écurie qui a changé de nom en 2021, Aston Martin. Pour l'anecdote, Aston Martin a disputé 4 courses en 1959 et 1960. Pour ce qui est des origines de l'équipe actuelle, il faut remonter en 1991 avec l'écurie Jordan. Fondée par l'Irlandais Eddie Jordan, l'équipe, comme beaucoup de celles que nous avons vues aujourd'hui, débute en formule de promotion en 1980 avant de se lancer en F1 en 1991. Année et équipe qui verra débuter Michael Schumacher. L'écurie obtient son premier podium en 1994 et remporte sa première victoire en 98. 99 est le pinacle de l'écurie, avec ses 6 podiums, 2 victoires et une 3ème place au classement pilote et constructeur. On se dit que ça y est, Jordan fait partie des top teams. Sauf que dès les années 2000, l'écurie entame sa descente. L'écurie parviendra quand même à remporter sa 4ème et dernière victoire en 2003, puis à monter sur son 19ème et dernier podium en 2005, lors du fameux Grand Prix des États-Unis à 6 voitures. En 2004, à cause de problèmes financiers, Jordan est obligé de vendre son écurie. C'est alors Alex Schneider qui la rachète à l'aide de sa société Midland. L'écurie Jordan va quand même exister jusqu'en 2005 avant de prendre le nom de Midland en 2006. Ayant sous-estimé les moyens que demande une équipe de Formule 1, ne serait-ce que pour exister, Midland traîne toute l'année dans le fond du classement, et Alex Schneider revend l'équipe en cours de saison pour devenir Spiker en 2007. Une équipe qui aura au moins le mérite d'avoir marqué un point et d'avoir mené 6 tours en course grâce à Marcus Winkelhock. Le néerlandais a eu la bonne idée de partir en pneus de pluie lors du Grand Prix du Nürburgring, là où tous ses concurrents avaient choisi les pneus intermédiaires. Toujours parce que la Formule 1 se demande beaucoup d'argent, l'écurie est revendue à l'homme d'affaires indien Vijay Mallya et devient en 2008 Force India. Après une première saison sans points et où tout le monde se foutait de leur gueule à cause de leur nom, l'écurie indienne fait clouer les becs de tous ses détracteurs dès la saison suivante. Car en 2009, l'écurie prend la pole position et monte sur le podium du Grand Prix de Belgique grâce à Juan Carlos Fisichella. Dès 2010, l'écurie s'inscrit comme une équipe solide du milieu de peloton, allant même jusqu'à décrocher la 4ème place constructeur à 2 reprises et en montant sur 5 podiums. Mais réminiscence du passé peut-être, l'écurie est sérieusement en difficulté financière en 2018. Tandis que Mallya est notamment inculpé pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, l'écurie est placée en redressement judiciaire. Racheté par un consortium mené par Lawrence Stroll, Force India devient Racing Point en cours de saison. Écurie qui parviendra quand même à monter sur 3 podiums et à remporter une course. Et après que Papa Stroll ait racheté en 2020 le constructeur automobile Aston Martin, nous nous retrouvons en 2021 avec l'équipe que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, il nous reste une dernière équipe à traiter qui va également changer de nom à la fin de la saison, Alfa Romeo. Une première équipe Alfa Romeo était là au tout début de la création du championnat, et présent même dès la première course. C'est d'ailleurs la première écurie à remporter le titre pilote. Après un second titre en 51, le premier de Fangio d'ailleurs, l'écurie se retire. Elle revient d'abord en tant que motoriste en 1960, puis en tant que constructeur de 79 à 85. Mais un peu à l'image de Mercedes, l'équipe Alfa Romeo dont je viens de vous parler n'a rien à voir avec l'équipe actuelle. À vrai dire, ses origines elles sont suisses. Après des succès en endurance, notamment une victoire au Mans en 89, Peter Sauber, patron de l'écurie Sauber, décide d'engager son équipe en Formule 1 en 93. Et fort du partenariat moteur qui a permis la victoire au Mans, cette équipe sera propulsée à ses débuts par des moteurs Mercedes. Et oui, le retour de la marque à l'étoile en F1 s'est fait avec l'arrivée de Sauber. Sauber sera une écurie présente jusqu'en 2005, et elle fera son retour en 2011. Il faut savoir que l'écurie est actuellement celle qui détient le record du plus grand nombre de participations en F1 sans la moindre victoire, ce qui ne l'aura pas empêché quand même de monter à 10 reprises sur le podium. Ce que l'on retient surtout de l'écurie Sauber, c'est qu'elle a permis à beaucoup de pilotes de faire leur début, comme par exemple Kimi Raikkonen, Felipe Massa ou Sergio Pérez. Et entre 2006 et 2010, il y a BMW. Comme on l'a vu tout à l'heure, Red Bull était un gros sponsor de Sauber. Et quand ils ont décidé de se lancer en 2005, ça a compliqué la situation économique de l'écurie suisse. Sauber a profité que son écurie se débrouille encore pas si mal niveau argent, et d'avoir des infrastructures modernes pour vouloir vendre à bon prix son équipe. Et ça tombe bien parce que de l'autre côté on a BMW. Comme on l'a dit un peu plus tôt, ils étaient motoristes de Williams et voulaient avoir leur propre équipe de Formule 1. Ayant d'abord souhaité racheter l'écurie britannique, mais face au refus de l'équipe de perdre leur indépendance, les dirigeants de BMW sautent sur l'occasion générée par Peter Sauber.
Sous l'ère BMW, non seulement on verra les débuts de Vettel et Kubica, mais on verra surtout l'équipe gagner grâce au pilote polonais en 2008. Cette même année, l'équipe était dans la course au titre. Mais ils ont préféré lâcher le développement de leur voiture pour se focaliser sur celle de 2009. Et 2009, ce sera un désastre, bien loin des probants résultats affichés les 2 années précédentes. Pire, l'écurie sera mise en vente dans l'année, et faute de repreneur, l'écurie aurait pu disparaître. Peter Sauber rachètera son ancienne équipe et s'inscrira au championnat de 2010 sous le nom de BMW Sauber, la dernière année de la marque allemande en F1. Ah, et si Sauber décide de s'inscrire sous ce nom, c'est juste pour récupérer l'argent des droits commerciaux de 2009. En vrai, on a vu tellement d'équipes disparaître pour cause d'argent dans cette vidéo qu'on peut pas lui reprocher. Pour ce qui est d'Alfa Romeo, la marque fait son retour en 2018 en tant que sponsor de l'équipe, et ce n'est qu'en 2019 que le nom de l'écurie change pour Alfa Romeo. Sauf qu'en vrai, l'écurie elle appartient toujours à Peter Sauber, et elle est toujours basée en Suisse, il n'y a que le nom qui change. D'ailleurs 2023 c'est la dernière saison d'Alfa Romeo. L'écurie devrait normalement redevenir Sauber en 2024 et 2025 avant de devenir Audi en 2026. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Personnellement, je suis très content de cette vidéo parce que ça m'a permis de me replonger dans les origines des 10 équipes actuelles de Formule 1, de pouvoir découvrir leur histoire, de pouvoir découvrir ou redécouvrir des équipes de Formule 1, d'anciennes équipes qui ont disparu. Et voilà, j'espère que cette découverte ou redécouverte, j'ai réussi aussi à vous la transmettre et que ça vous a plu à vous également. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à partager, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Ça fait plaisir à l'algo YouTube, mais ça me fait surtout plaisir à moi de savoir que la vidéo que je vous ai proposée, elle vous a plu. D'ailleurs, en parlant des commentaires, si jamais vous avez des petites anecdotes sur les différentes équipes dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas. Moi, je suis vraiment friand de ce genre de choses, et je pense que je serai pas tout seul. La prochaine fois qu'on parlera de Formule 1 sur la chaîne, on parlera de statistiques. Alors, rassurez-vous, je vais pas vous foutre des chiffres plein la gueule comme ça, non. Le but, c'est de travers de statistiques un peu insolites, de pouvoir mieux comprendre l'évolution du sport et également de découvrir ou de redécouvrir des anciens noms qui ont marqué ce sport. Mais avant cela, il y aura d'abord une vidéo sur un jeu culte d'une licence culte de la PlayStation, un jeu de combat. Oui, je vous le donne en mille, il s'agit de Tekken 3. J'ai déjà un petit peu avancé sur le montage, donc j'espère que je vais réussir à sortir ça assez vite. Mais je peux rien vous promettre, donc c'est pour ça que le meilleur moyen pour ne pas louper les sorties des vidéos, c'est vraiment de vous abonner. Ou éventuellement de me suivre sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Voilà, sur ce je pense avoir tout dit, et donc je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis à bientôt, salut!